Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir d'être là à la dernière minute, d'une manière un petit peu précipitée. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais une option. J'espère que vous m'entendez. C'est la première question. Donc, si vous avez la possibilité de me faire un petit signe, voilà. Merci Thomas, merci Cody. Tout le monde est là, tout le monde, on m'entend. C'est formidable. On va pouvoir donc débuter ce space de dernière minute. Écoutez, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que je me rends compte qu'il y a plein de nouvelles fonctions dont je ne sais absolument pas à quoi elles servent. Mais bon, en tout cas, voilà, j'espère que je ne vais pas couper de manière accidentelle cette émission pour celles et ceux qui ne pourront pas l'entendre, ne pourront pas nous rejoindre en direct et c'est tout à fait normal. On est vendredi soir, vous avez meilleure chose à faire vendredi soir, le 12 avril à 21 h et vous avez de meilleures choses à faire que d'être sur X à venir parler d'élections américaines. Ne vous inquiétez pas, non seulement tout ça est enregistré, mais en plus de ça, ça devrait être récupéré par Thomas et être posté sur la chaîne de la chute sur YouTube où je sais que c'est beaucoup plus facile pour entendre les émissions archivées. De toute façon, la vie d'une émission d'un space archivé sur X est assez bref. Ah, bah en fait, vous êtes pas mal, là, je vois, c'est en train d'arriver très lentement, mais sûrement. Ben voilà, formidable, on est déjà plus d'une cinquantaine. Heureux évidemment de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je disais que je n'ai pas fait de space, très occupé par ma vie professionnelle et très occupé par la chaîne de la chute sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, je vous ai mis le lien Linktree en dessous de cette invitation à Space. Venez, surtout que d'autant plus on va en parler aujourd'hui. Évidemment, il y a le procès lundi qui débute à Manhattan après les dizaines d'efforts de Donald Trump d'avoir tenté de faire annuler ce procès-là, procès au pénal qui débute dans l'affaire d'interférence électorale de Trump en 2016, lorsque il a mis sur place tous les efforts possibles pour empêcher que des informations compromettantes sur lui sortent à un moment où sa candidature était en danger. C'est peut-être, en tout cas c'est ce que va tenter de démontrer le procureur Bragg, c'est peut-être ce qui, à ces efforts-là, ont permis à Trump d'être élu, que s'il ne les avait pas réussi, s'il n'avait pas mis sur pied ce système de contrôle de contrôle des informations qui étaient négatives sur lui, de rachat de ces informations-là, en plus, c'est le cœur du procès, en utilisant des fausses factures et en utilisant des revenus, des sources financières de la Trump Org. Peut-être que Trump n'aurait pas été élu, hein, donc c'est un monde parallèle, il n'y aurait pas la chute, vous ne seriez pas en train de m'écouter et je pourrais travailler sur autre chose que Donald Trump. Mais bon, ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc voilà, lundi ce procès. Donc je voudrais qu'on en parle un petit peu. Le 25 avril, il y a aussi ce rendez-vous extrêmement important devant la Cour suprême, dont la décision aura des conséquences sur l'ensemble des autres procès de Trump. Vous avez été très nombreux à réagir ce qui s'est passé cette semaine autour de la question de l'avortement en Arizona, avec le retour à cette loi qui a 160 ans, qui interdit non seulement l'avortement pour les femmes en général, mais y compris les victimes de viols, les victimes de crimes incestueux, les femmes dont la vie n'est pas en danger, mais par exemple, la possibilité d'avoir une deuxième grossesse après celle-là qui n'a pas fonctionné, ne rentre pas dans les exceptions, donc elles n'ont plus le droit non plus de se faire avorter. Ça pose des tas de questions pratiques, mais aussi évidemment électorales, d'autant plus que l'Arizona est un swing state,
un État clé remporté de justesse par Biden en 2020 et que Trump doit absolument, mais absolument gagner. Il n'y a quasiment pas, il y en a évidemment, parce qu'il y a toujours, hein, lorsqu'on s'intéresse à cette carte des grands électeurs, il y a peu de scénarios possibles qui permettent à Trump d'arriver à la Maison-Blanche sans remporter l'Arizona. Donc, on parlera de tout ça. On parle évidemment de l'élection. Nous sommes à 200, 207, 206 jours du scrutin présidentiel. On s'en rapproche. Si vous voulez, je sais que c'est un sujet qui passionne, on peut parler de sondage parce que oui, n'oublions pas, c'est un space, donc vous avez la possibilité d'intervenir, de venir poser vos questions. Évidemment, évidemment, vous connaissez les règles de la chose. Euh, Tout ça doit être fait dans le respect des auditeurs, le respect des autres. Et si vous décidez de transformer le micro que je vous tends en sorte de, 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 de scène de meeting politique pour, par exemple, mettre en avant des thèses complotistes, etc., etc., ben, je prendrai seul la décision de vous remercier, de vous renvoyer à vos activités de ce vendredi. Voilà, on a tout dit, donc n'hésitez pas à vous signaler si vous avez besoin d'intervenir. On est finalement une centaine, c'est formidable pour quelque chose qui a été annoncé comme ça en ce vendredi soir. Ça fait plaisir de retrouver Fidélité et puis de voir que dans les personnes qui sont connectées, ben, je retrouve des comptes Twitter que je connais bien. Salut Suzanne, salut Rosan, salut Alexandra, ça fait longtemps, salut Alexandra, j'espère que tu vas bien du côté de Marseille. Salut Xavier aussi qui est là, qui est un Français justement, c'est peut-être intéressant d'avoir son point de vue, qui est un Français qui est installé en Californie, si je ne me trompe pas, et qui donc suit la campagne de manière important parce que son quotidien va en être touché. Donc voilà, peut-être à un moment ou à un autre, il voudra intervenir. En tout cas, très sympa de vous voir, de vous retrouver tous. Il y a Bruno, il y a Eric. Je ne vais pas tous citer. Il y a Isabelle, chutiste. Salut Isabelle. Il y a Christian de Suisse. Salut Christian. En tout cas, très 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 content de vous voir. Je pars du principe que vous m'entendez tous, que vous êtes là, désormais plus de 100 et que vous n'écoutez pas du silence. Et donc, on va se lancer, on va parler évidemment de ce qui va se passer lundi du côté de Manhattan. Ah oui, on va aussi peut-être un petit peu parler. Tiens, on va commencer par ça en fait. On va parler légèrement de la juge Cannon, de ce qui se passe en Floride autour de l'affaire des documents secrets retrouvés, cachés d'abord, puis retrouvés à Mar-a-Lago, malgré tous les efforts de Trump et de ses complices pour empêcher que les archives nationales récupèrent ces documents-là, dont des documents extrêmement sensibles, classés au-dessus de top secret, sont des secrets nucléaires touchant non seulement les États-Unis, mais aussi les alliés, certains de leurs alliés, mettant à jour certains réseaux de collecte d'informations, etc., etc. Ce procès-là, vous le savez, il y a une procédure qui avance très très lentement, et c'est pour ça que Trump en parle très très peu souvent, parce qu'il est face à une magistrate qu'il a nommée, une dernière magistrate qu'il a nommée, qui en plus de ça manque considérablement d'expérience et il y a eu très longtemps cette espèce de doute de se demander est-ce que elle est aussi lente parce que elle n'a pas vraiment d'expérience de la chose et c'est une affaire énorme qui touche en plus, comme je vous le disais, la sécurité nationale, ou est-ce qu'il y a une volonté délibérée de la juge Cannon de tenter de protéger Donald Trump, d'empêcher Trump de faire face à la justice? Souvent, j'utilise, hein, pour celles et ceux qui suivent mon compte, souvent j'utilise le l'emoji, pas l'emoji, le GIF de His Toast, il est grillé de Bill Barr, l'ancien ministre de la Justice,
qui, euh, qui intervenait dans une émission. Ce commentaire particulier, il est grillé, il se toast, vient justement d'une émission après la découverte de la totalité des charges retenues contre Donald Trump. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué pour lui, avec des témoins dans son entourage extrêmement proches, sa secrétaire, des gens qui ont été impliqués dans cette opération de manipulation de l'information. Tout ça fait que c'est un dossier très difficile et donc avec la question forcément de savoir si le comportement de la juge Cannon était volontaire, était involontaire, un mélange des deux. Donc ça sera, c'est un petit spoiler, ça sera le sujet de l'émission demain de la chute sur YouTube à 20h, hein, donc ne la ratez pas, le titre veut tout dire, c'est Juge Cannon, il faut sauver le candidat Trump, où donc je vais vous raconter en fait tous les efforts de Trump pour tenter tous les efforts du juge Cannon pour tenter d'éviter non seulement que Trump ne soit pas jugé avant l'élection, ça paraît fortement compromis sur ce dossier-là, mais surtout ne soit pas jugé parce que tout court, parce que ce sont des peines attachées, des peines de prison, et donc elle est là pour protéger Trump. Donc on parlera de tout ça demain. C'était une petite parenthèse. On a David qui veut parler justement avant de passer au sujet suivant, qui est le procès de lundi. On va donner tout de suite la parole à David. J'ai vu que certains aussi posent des questions sur Twitter. J'essaie de surveiller ça. Euh, Avant de donner la parole à David, il y a une question de Zach, Golden Zach, qui nous dit document secret. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'état-major de l'armée ne s'en mêle pas, vu les dangers que ça peut mener pour les États-Unis. Parce qu'il y a une procédure judiciaire à suivre et que donc une fois que c'est un document Maison Blanche, ce sont les archives nationales et une fois que ce sont les archives nationales et qu'il y a un refus de Trump d'obtempérer, il y a une procédure avec le département de la justice. Il s'est mis hors la loi après qu'il y ait eu des collaborations entre le département de la justice, entre le procureur Smith et l'armée américaine pour justement déterminer s'il y a des documents manquants, hein, par exemple, lorsqu'on retrouve parmi les documents qui ont été retrouvés, on sait que il y avait un plan écrit par justement le chef de l'état-major de Trump lorsqu'il était président, un plan pour envahir l'Iran. Donc, à un moment, il faut aller vérifier si le document qui a été retrouvé est intégral. Donc, c'est certain qu'il y a eu des échanges. Donc voilà, voilà pour la question par écrit. Je donne la parole à David tout de suite. C'est à toi, David. Ça se connecte. Ce sont les joies de, euh, de Space. Ça se connecte toujours. Ça se connecte toujours. C'est toujours autant compliqué. Je vois, ça fait plaisir. Ça fait quelques mois que je n'ai plus utilisé la chose et je vois que même si du côté de Musk, on a rajouté des fonctions rigolotes comme la vidéo, on va pas faire ça en vidéo aujourd'hui, mais j'ai vu que ça a été rajouté. C'est toujours aussi compliqué de connecter tout le monde. Mais je crois que David, cette fois, t'y est. Donc David, c'est à toi de parler. Tu connais les règles du jeu. C'est parti, vas-y, David. Tu peux aller appuyer sur l'icône du micro tout en bas et ça devrait le faire, David. Euh, oui, non. Non, bah, je sais pas pourquoi. Donc il est connecté, mais David ne veut pas parler. Bon, donc bah, pour l'instant, tant pis. Tant pis, bah, tu reviendras tout à l'heure si c'est un problème de manipulation ou fais-moi un mot, pas par DM, parce que mes DM sont fermés au public face à l'assaut de messages d'insultes et de menaces, parce que oui, ça fait partie des choses, du bagage, il faut le savoir, lorsqu'on décide de chroniquer la chute de Donald Trump et à travers sa chute, peut-être, hein, vous savez, c'est une émission que j'ai créée
Je pense qu'on est parti en mode podcast en décembre 2020, donc même avant le 6 janvier, en expliquant que à travers ça, peut-être c'était la chute de la démocratie américaine. Et donc, effectivement, lorsque on chronique les sujet que je chronique, j'essaye de vous faire vivre ça au quotidien, de vous donner un éclairage sur le terrain et pas vu depuis des plateaux de télévision. On se retrouve avec des menaces. Donc voilà, mes DM sont fermés. Mais en tout cas, voilà, David, si tu as un message, n'hésite pas à le poster sous cette annonce-là. Donc on va parler de lundi, parce que voilà, Trump a quand même fait comme je viens de vous le poster, a quand même fait tous les efforts possibles et imaginables. Et d'ailleurs, je pense que, comme on l'a vu dans les autres procès, il y en aura encore d'ici lundi matin, à la dernière minute, que ils seront couronnés euh, du même taux d'échec que les autres, c'est-à-dire 100%. Mais donc Trump a fait tous les efforts possibles et imaginables pour empêcher le début de ce procès. Je vous rappelle, c'est un procès au pénal avec un jury, 12 citoyens de New York tirés au sort, puis après choisis à la fois par les avocats de Trump et par les équipes du procureur. Le procureur dont on parle, c'est le procureur Alvin Bragg. Donc ça va être dès lundi, hein. Le procès va s'ouvrir par ça, lundi, qui est la sélection de ces jurés-là, des jurés qui vont devoir accepter des conditions de vie très particulières. Ne l'oublions pas, pendant les presque 2 mois que va durer ce procès, en principe, ça va durer à peu près 2 mois. N'oublions pas ce que ça veut dire aujourd'hui de vouloir amener Trump devant la justice, hein. On parle souvent de ces menaces, de l'utilisation de Truth Social et de ses alliés sur X pour mettre la pression sur la famille des magistrats. Mais au-delà de ces attaques-là, c'est aussi par extension pour faire peur aux témoins en se disant, voilà, je vais venir témoigner contre Donald Trump. Regardez comment il traite un juge. Alors moi, citoyen lambda, je vais me faire broyer par cette machine-là. On sait que cette machine souvent ne se contente pas de vous pourrir la vie, mais obtient toutes les informations possibles et imaginables et ce qu'on appelle du doxing et révèle votre employeur, l'adresse de votre domicile, l'adresse du café où vous allez tous les matins à la même heure, vous servir, aller acheter votre déca, aller boire votre déca ou votre thé. Vous avez compris l'idée. Certains de ces témoins-là, la plupart du temps, on l'a vu avec des procureurs, hein, des procureurs qui sont obligés d'engager des gardes du corps pour les accompagner. On a vu que ça passe jusqu'aux menaces physiques. On a tous en tête le témoignage de Fannie Willis en Géorgie, à Atlanta, où elle a raconté être obligée de déménager d'urgence de la maison qu'elle venait juste d'acheter, parce que à 3-4 heures du matin, on venait inscrire des insultes racistes sur la façade de sa maison et que elle était obligée de vivre au quotidien avec des démineurs du FBI qui passaient 2 fois par jour pour voir s'il n'y avait pas de voiture piégée à son domicile. C'est ça de traîner Trump devant les tribunaux, de vouloir simplement exercer la justice. Et donc, lundi, les citoyens, hein, des citoyens qui ont été tirés au hasard, font partie de la liste électorale, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, de la liste électorale à New York, ont déjà été briefé sur les conditions dans lesquelles ça va se passer. Il ne devrait pas y avoir d'image de leur visage, et leur nom ne sera pas communiqué aux médias et ne sera pas gardé dans les documents officiels qui vont devenir publics. Les minutes du procès, il n'y aura pas les noms des membres du jury. Leur adresse a été
a été également enlevée du dossier officiel. Elle a été communiquée uniquement aux avocats de Donald Trump et à l'équipe de Bragg. Pourquoi? Parce que ça permet justement de faire ce travail là depuis 2 ou 3 jours. Les équipes font un travail. Il y a une cinquantaine de jurés potentiels qui ont été sélectionnés, donc ils se dépêchent à aller vite voir. Et c'est des entreprises qui font ça pour eux sur les réseaux sociaux, voir par exemple comment ils se positionnent sur Trump pour essayer d'éviter d'avoir des gens qui soient soit trop Trump, soit trop anti-Trump au moment de ce procès-là. La mission du juge, Juan Merchan, est d'essayer d'avoir le jury le plus équilibré possible. Donc voilà, donc ça va être le défi de lundi. L'affaire en question, on demande oui, mais c'est quoi? On s'y perd dans toutes ces affaires. Rassurez-vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous perdre dans toutes ces affaires parce que il y en a beaucoup et encore, je ne vous parle que des affaires dites importantes parce que il y a en permanence des affaires. Avant d'arriver à la Maison Blanche, Trump, ne l'oublions pas, avait été impliqué dans plus de 4000 opérations judiciaires, que ce soit en plaignant ou des gens qui portaient plainte contre lui. Donc, c'est quelqu'un qui déjà était habitué aux multiples procès. Et là, actuellement, il y a encore de multiples procédures. Il y a évidemment les procédures au pénal qui sont importantes, celle de Fulton County au niveau de toutes ces manœuvres de la Géorgie avec Fannie Willis. On en reparlera parce que on devrait savoir très prochainement les dates de ce procès et de voir si ce procès tombe avant l'élection de novembre, en tout cas le début de ce procès-là. Il y a évidemment le procès de Washington autour du 6 janvier qui est en pause en attendant, donc ça c'est un sujet dont je voulais évoquer aujourd'hui, qui est en pause en attendant la décision de la Cour suprême. Donald Trump joue sa dernière carte, qui est celle de l'impunité totale pour un président, en disant que, en gros, il a le droit il ne peut pas être poursuivi en tant que président. Alors, souvent, cette question d'impunité, je le vois passer, donc, comme on est sur X, c'est le moment de vous répondre en me disant, donc, ouais, c'est super, grâce à Trump, on va pouvoir poursuivre Obama pour l'utilisation des drones ou George W. Bush pour la guerre, la guerre du Golfe, deuxième édition, etc., etc. Ou alors, mais oui, mais c'est impossible pour un président effectivement, comme le dit Trump, d'exercer son pouvoir en sachant qu'il peut être poursuivi lorsqu'il sort. Tout ça, c'est des résumés. Ce sont des talking points, ce sont des informations 100% fausses. Avant Trump, il y a eu 44 autres présidents. Aucun n'a jamais été poursuivi pour ses activités. Les présidents des États-Unis ont une impunité tant que ce qu'ils font est dans le cadre de leur fonction et dans la légalité. Lorsque un président, quel qu'il soit républicain ou démocrate, part en guerre ou répond ou attaque et utilise des drones, par exemple, c'est considéré que, un, c'est dans le cadre de sa fonction, et que deux, c'est dans la légalité du cadre de sa fonction. Ce qu'on reproche à Trump, c'est d'avoir utilisé sa fonction présidentielle pour agir dans l'illégalité, euh, empêcher la transition pacifique du pouvoir en créant, par exemple, des faux grands électeurs, des faux certificats de victoire. Ça fait partie des points qui lui sont reprochés. Et dans une fonction qui n'était pas la sienne, le rôle du président aux États-Unis est établi de manière extrêmement claire et le président n'a pas à se mêler, parce que justement, il peut être candidat, n'a pas à se mêler du processus électoral. Il y a le département de la justice pour ça, il y a le FBI, il y a des agences gouvernementales pour ça. Et puis vous savez quoi? Toutes ces agences gouvernementales, tous ces départements,
comme le département de la justice, étaient à l'époque sous contrôle de Trump et ont fait ce travail-là et ont tous conclu qu'il n'y avait pas de fraude électorale. Et comme les conclusions n'étaient pas favorables à Trump, il a décidé de prendre tout cela en main et donc de rentrer dans un cadre qui n'était pas, un, sa fonction, et deux, qui était illégal. Et aujourd'hui, il est attaqué pour ça. Et donc, lui, ce qu'il essaye de dire, c'est que non, non, mais même si un président fait quelque chose d'illégal, c'est sa théorie de la pomme pourrie, en disant que dans le groupe, il y aura toujours un président qui fera, il ne parle pas forcément de lui, mais il y aura toujours un président qui respectera pas la loi. Mais c'est pas grave. En tant que président, il faut tout lui pardonner. C'est évidemment quelque chose qui ouvre la porte à l'abus de pouvoir, qui permettrait de placer le président au-dessus de la fonction. Ça deviendrait un citoyen unique qui peut faire ce qu'il veut, y compris, hein, ça a été confirmé par les avocats de Trump, y compris par exemple de demander au commando Delta ou d'autres d'aller assassiner un concurrent politique et il ne pourrait pas être poursuivi parce que il aurait cette impunité totale. Donc ça fait partie des excès de la chose. Ce qui est ironique dans tout ça, j'essaie de ne pas me perdre dans ma pensée, mais ce qui est ironique dans tout ça, c'est que dans le même discours, là, on le voit sur Truth Social et on le voit dans les interventions publiques qui sont de plus en plus rares pour différentes raisons de Donald Trump, de ces fameux meetings, on le voit, cette espèce d'ambiguïté où il réclame la, la, l'impunité totale, pas pour lui, pas que pour lui, mais pour les présidents en général, en expliquant que il ne peut plus y avoir d'activité illégale, et en même temps, il reproche à Biden de mener des activités illégales et promet à un moment ou à un autre de le poursuivre. Donc voilà, les présidents doivent être protégés, mais pas Joe Biden. Et donc le 25 avril, la Cour suprême va entendre les arguments de la défense de Trump, les arguments de l'équipe du procureur spécial Smith pour se décider quand ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 2 mois. Ça doit arriver en tout cas avant la fin du mois de juin. Et une fois que la Cour suprême rejettera la motion de Trump, parce qu'elle la rejettera, à partir de là, le processus du procès de Washington, donc un procès au pénal pour la tentative de coup d'État qui a été lancé par Trump, pourra reprendre. Et ce qui est important, c'est que dans la chute, on suit la totalité des procès de Donald Trump et la préparation de ces procès-là et on a vécu plusieurs fois ce genre de moment où les avocats de Trump, quel que soit le dossier, viennent présenter leur défense et on se rend compte que il utilise les mêmes arguments de partout. Veut utiliser, il y a une requête en cours, cette idée d'impunité totale en Géorgie. Il veut l'utiliser à Washington. Il l'utilise à Palm Beach dans l'affaire des documents secrets de Mar-a-Lago. Et il a même essayé, vous savez quoi? Il a même essayé de l'utiliser dans l'affaire qui commence lundi en expliquant que comme il avait tweeté sur le sujet, euh, donc ce sont des opérations, des faits qui lui sont reprochés, qui datent de avant qu'il soit président. Mais comme ses avocats, évidemment, ça a été refusé, on dit, mais lorsqu'il était président, Trump a tweeté sur le sujet, donc ça tombe dans le cadre de l'impunité totale du président des États-Unis. Et donc ça a été refusé. Il faut savoir aussi que lorsque je vous parlais de multiples affaires, celles dont on ne parle pas, ce sont des affaires qui sont au civil, où cette même défense a été refusée de partout et qui permet, par exemple, ça va être aussi un des procès intéressants à suivre normalement dans les prochains mois,
peut-être après l'élection, des policiers qui ont été blessés, qui ont été victimes de la décision de Trump, de son insurrection du 6 janvier 2021. Et donc, il y a aussi ces procès-là en cours. Donc, voilà pour ce qui va se passer au niveau de la Cour suprême le 25 avril. Et donc, argument utilisé et rejeté pour le procès de lundi qui débute par la sélection à témoins. Et donc, ce qu'on reproche à Trump est la chose suivante. Euh, c'est l'utilisation illégale avec établissement de fausses factures pour payer des, des personnes pour les empêcher de témoigner contre Trump et d'empêcher que leur témoignage devienne public à un moment où la campagne Trump est en difficulté. Ce moment, vous vous en souvenez sûrement, c'est en 2016, c'est quelques semaines avant l'élection, et le fait que on a la révélation, cette fameuse enregistrement vidéo de l'émission Access Hollywood, où on entend Trump se vanter de pouvoir euh, avoir n'importe quelle femme et de pouvoir leur forcer, comme il y a une star, forcer cet accès à certaines parties, à une partie de leur corps. Hein, c'est You can grab them, vous connaissez la phrase. Et donc, lorsque cette vidéo-là sort, c'est le moment le plus sensible de la campagne Trump en 2016. Il est du coup attaqué sur sa droite, la droite religieuse, qui a un problème avec tout ça, et une partie des républicains qui disent voilà, il faut absolument changer de candidat. Et à ce moment-là, Trump sait qu'il y a d'autres histoires et qui peuvent lui poser problème, dont le fait que Stormy Daniels, une actrice porno, pourrait raconter qu'elle a eu une relation avec Trump, alors que Melania, hein, on est loin de l'idée de cette espèce de vente de ce couple idéal, alors que Melania vient d'avoir un enfant, est à la maison en train de s'occuper du petit Baron. Trump, lui, va coucher avec une actrice porno. Et donc, il y a le paiement de Stormy Daniels, 130 000 dollars, je pense, pour s'assurer de son silence. Mais le procès n'est pas sur cet aspect-là. Dans la réalité, Trump a le droit de payer qui il veut. La réalité, c'est que le procès est sur ces 34 chefs d'accusation, sur la manière dont ça a été fait, en utilisant les comptes de la Trump Org, en faisant des fausses factures pour prétendre que cet argent allait être utilisé à autre chose, qui permettait en plus d'avoir une réduction fiscale, parce que quand on est Trump, il n'y a pas de petits bénéfices. Et au-delà de ça, c'est la révélation d'un d'un complot, si vous voulez, un vrai complot qui existe, c'est pas une théorie, qui est surnommé dans le milieu catch and kill, attraper et tuer, pas une personne, mais une histoire, pour empêcher que ça vienne perturber la campagne de Trump. Et catch and kill, c'est une relation secrète entre Trump et le plus grand des tabloïds américains, qui est The National Enquirer, qui est l'équivalent, si vous voulez, en France de Voici. Et donc, Trump est devenu un proche du propriétaire de National Enquirer. Et donc, il souhaite l'aider dans sa campagne présidentielle. C'est là que National Enquirer va peu à peu se transformer en appareil pour descendre les adversaires politiques de Trump. C'est là quand on va accuser, le National Enquirer va accuser les concurrents de Trump à la présidentielle, comme Marco Rubio, qui était un concurrent considéré problématique au niveau de la candidature à la candidature, donc des primaires. Le National Enquirer
en collaboration avec Trump, va sortir des accusations comme quoi, évidemment, il n'y a jamais aucune preuve, mais c'est des accusations qui vont handicaper Rubio, le fait qu'il va à des fêtes homosexuelles en Floride. Pourquoi ça handicape les candidats? Il faut savoir qu'à l'époque, le National Enquirer, même si ses ventes ont commencé à baisser en 2015-2016, c'est impossible lorsque vous êtes un citoyen américain d'échapper à une de National Enquirer. National Enquirer a cette spécificité d'être vendu aux caisses des supermarchés. Donc dès que vous allez faire dans tous les États-Unis, dès que vous allez faire vos achats, vous vous retrouvez face à ces espèces de unes complètement criantes, extrêmement vendeuses. Hein, encore une fois, c'est le côté c'est le côté voici fois 100, fois 1000 sous stéroïde, c'est clair, sous crack. Et donc, même si vous n'achetez pas National Enquirer, vous voyez la une hein, pendant que vous attendez pour payer votre nourriture. Et donc, vous découvrez que Marco Rubio va à des fêtes homosexuelles et gays. Vous découvrez que Ted Cruz, qui est le concurrent le plus dangereux pour Donald Trump et son père est un des assassins de John Kennedy. Ouais, c'est une des unes de National Enquirer. Et puis, évidemment, qu'il reste plus que, je dis évidemment parce que c'est un des plus gros sujets et des plus grosses ventes dans cette année 2016, 2015-2016, que Hillary Clinton est en train de mourir, qu'il lui reste plus que quelques mois à vivre. On utilise des photos qui sont truquées pour avoir le sentiment qu'elle est en train de mourir et d'une faiblesse extraordinaire. Et en même temps, lorsque ce ne sont pas des unes qui accusent les adversaires politiques de Trump, ce sont des unes qui mettent en avant Trump en citoyen extraordinaire, en bon père de famille, et surtout en milliardaire que rien ne fait tomber. Et donc le deal que Trump met en place avec David Pecker, qui est le propriétaire du National Enquirer, de Catch and Kill, c'est que vu que National Enquirer est un média qui achètent les informations, hein, donc ils sont connus pour ça, c'est complètement assumé, et que donc c'est un petit peu l'équivalent de TMZ aujourd'hui. Ils sont contactés en permanence par des gens qui ont des informations compromettantes sur à la fois les adversaires de Trump, donc c'est pratique, on crée un dossier pour le donner à Trump, pour contrôler, y compris au sein du Parti républicain. Il y a une rumeur, et je répète, c'est qu'une rumeur que des informations compromettantes contre Lindsey Graham, qui est un sénateur républicain qui a été extrêmement opposé à Trump et qui puis est devenu peu à peu son allié, que ces informations compromettantes viennent d'un des dossiers de National Enquirer. Donc, National Enquirer est connu pour ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, on va, à chaque fois qu'il y a des informations qui vont sortir et qu'on va tenter de vendre contre Trump, ou qu'on va entendre la rumeur qu'il y a quelqu'un qui aurait une information compromettante contre Trump, le journal National Enquirer va l'acheter en pensant que donc la personne pense que cette histoire va sortir. C'est ce qu'on appelle catch. On lui fait signer un contrat extrêmement serré en disant voilà, on vous achète votre histoire 30 000 dollars, 100 000 dollars, mais par contre, tant que nous ne l'avons pas publié et nous n'avons pas d'obligation de le faire et nous n'avons pas de date pour le faire, tant que nous ne l'avons pas publié, vous n'avez pas le droit d'en parler. Et si vous en parlez publiquement, c'est pas les 100 000 dollars qu'on vous a donné que vous allez devoir nous rembourser, c'est plusieurs millions. Et donc, c'est comme ça que le deuxième aspect de cette histoire, qui est le kill qui est mis en place, c'est que le National Enquirer achète dans le catch ces histoires compromettantes contre Trump pour, dans la réalité, jamais les publier, donc les kill, pour éviter que la campagne de Trump soit mise en péril. Et donc, c'est l'ensemble de tout ça
Donc à la fois ces manœuvres catch and kill, les révélations qui vont suivre, qui vont être abordées, même si ce n'est pas le cœur du procès, Stormy Daniels, mais aussi sa relation avec une playmate, les accusations d'un portier de Trump Tower du fait que Trump a un enfant illégitime avec une autre employée de la Trump Tower, tout ça va être mis en avant, même si le cœur du procès, c'est la manière dont ce montage de catch and kill a été fait dans le non-respect de la loi et la manière dont ça a été utilisé pour permettre à Trump d'être élu en 2016. C'est vraiment le cœur du procès. Donc c'est pour ça que, contrairement à ce qui a été dit, et pour différentes raisons, c'est un procès extrêmement important. Peut-être parce que c'est le seul qui, sûrement, qui ira à terme avant l'élection. Parce que c'est un procès où Trump n'a pas d'autre choix que 4 jours par semaine d'être assis et d'être là pendant ces débats-là. Peut-être parce que il y a une liste de témoins qui est extrêmement solide. Évidemment, il y aura la journée avec Stormy Daniels, évidemment, il y aura la journée avec Michael Cohen, qui est l'ancien avocat de Trump, qui justement était chargé de faire ses faux chèques, une partie de ses faux chèques, et de prendre sa commission au passage pour acheter le silence de Stormy Daniels. Mais il va y avoir, par exemple, aussi OpX. OpX, c'est l'ancienne personne qui était en charge des relations publiques de Trump au moment de la campagne et qui donc a vécu la crise de Access Hollywood et tout ce que ça a suivi derrière, cette espèce de plan d'urgence du côté Trump. Sa candidature est fragilisée, il va peut-être perdre l'élection, il va peut-être être remplacé par les républicains. C'est un des thèmes qui est évoqué qui est évoqué à l'époque, et comment on répond par ça pour éviter que ça s'empire. Elle va peut-être raconter aussi comment elle pensait, parce qu'elle a déjà raconté au FBI, comment il pensait que la campagne Trump pensait que TMZ avait obtenu une cassette, un enregistrement vidéo compromettant de Trump avec des prostituées en Russie. Vous connaissez l'histoire on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Donc, pour répondre à Marie-France, lundi, c'est la sélection du jury, mais qui devrait pas dépasser la journée et qui va être intéressante parce que on va voir les, les questions posées par les avocats de Trump pour essayer d'avoir le jury le plus favorable possible. Donc ça c'est lundi. Et tout ça, pourquoi ça embête Trump? Il y a quelques semaines de cela, Maggie Haberman, qui est la biographe de Trump, qui a été très très proche de lui pendant des années, c'est une journaliste du New York Times, et qui est restée très très proche de son entourage, vraiment son entourage serré, expliquait que si juridiquement c'est pas le procès qui est le plus vendeur, le plus sexy, hein, parce que c'est pas le coup d'État, c'est pas des documents secrets. Si les risques de prison, il y en a, sont relativement faibles sur ces questions-là. Dans la réalité, c'est le procès que Trump déteste le plus et qui lui l'effraie le plus parce que ça va permettre, documents à l'appui, témoignages à l'appui, et encore une fois, ça ne sera pas que Stormy Daniels ou Michael Cohen, de s'attaquer au mythe Trump. Et c'est sur ce mythe, ce mensonge, que Trump a construit sa candidature. Et c'est pour ça que, par exemple, lorsque il est condamné à payer 91 millions de dollars avec des intérêts pour faire appel, 91 millions de dollars dans le cadre de sa diffamation sur Jean Carroll. L'idée que cela rappelle que Trump a violé digitalement Jean Carroll, c'est mauvais parce que ça s'attaque au mythe de cette espèce de séducteur, parce que c'est l'image que les Américains ont de lui, c'est l'image que Trump a vendue pendant des années, que c'était un séducteur qui devait refuser les femmes qui se jetaient à ses pieds. Donc là, on parle d'un viol digital, donc
c'est complètement différent. Et c'est pour ça que aussi son amende de fraude, c'est 454 millions dans le cadre de ces fraudes commises à la Trump Org, qui mettent à jour à la fois un système frauduleux, mais à la fois la véritable ampleur ou le mot contraire, limite de sa fortune. On voit encore la semaine prochaine, 22 avril, dans 10 jours, il va y avoir une nouvelle audience avec le juge Engoron pour savoir si la compagnie qui doit payer la caution pour Trump, parce qu'il ne peut pas payer en ce moment les 175 millions directement, donc il passe par l'intermédiaire d'une compagnie, si la compagnie a le droit de le faire et est assurée pour le faire, et si Trump est condamné, si elle peut assurer les 454 millions que Trump devrait payer. Hein, lorsque je vous le rappelle, parce que j'ai vu passer, on m'a partagé ça, que certains ici sur X s'étaient trompés en expliquant que 175 millions, c'était le montant de l'amende de Trump qui avait été baissée à 175 millions. Non, ce n'est pas ça. C'est le montant de sa caution qui a été baissé, le montant le montant de l'amende, peut-être, en termes de cet appel, sera baissé. Il y a des raisons de croire qu'il peut être baissé lorsqu'on exclut certaines opérations du calcul que Trump doit rembourser. Mais dans tous les cas, voilà, c'est tout ce genre de procès. Non, il ne touche pas directement au rôle de Trump sur le coup d'État du 6 janvier. Non, il ne touche pas sur les documents secrets. Non, il ne touche pas directement ces opérations pour manipuler les résultats en Géorgie, mais ils viennent entacher le mythe Trump et ce qu'il faut que vous compreniez aussi, là vous êtes branché sur X, souvent vous me suivez, vous êtes inscrit sur la chute sur YouTube, des fois même vous êtes sur Kiss Kiss Bang Bang pour nous soutenir. Et vous avez le sentiment que ces affaires-là, vous les connaissez pas loin sur le bout des doigts, et que c'est le cas de tout le monde. Et en fait, c'est le contraire. La plupart des Américains ne sont pas vraiment au courant. Et donc, à chaque fois qu'il y a une grosse affaire comme ça permet au public de trouver, de se rendre compte euh, véritable identité, j'allais dire, mais le véritable Donald Trump. Et on s'est rendu compte que, par exemple, la plupart des Américains ignoraient sa condamnation pour son agression sexuelle contre Eugene Carroll. Et c'est parce qu'il y a eu ce montant de l'amende qui était autant important que du coup, les médias en ont parlé beaucoup plus et que la plupart des Américains ont découvert le premier décrochage dans les sondages. Pour ceux qui s'intéressent aux sondages, vous savez que moi, ce n'est pas mon truc, c'est un outil et puis c'est tout. Mais les premiers décrochages de Trump dans les sondages avec des catégories particulières de l'avocat, des catégories particulières de ce panel, comme par exemple les femmes, etc., c'est la décision Eugene Carroll. Le deuxième décrochage, c'est la décision la révélation de ces fraudes autour de l'affaire de la Trump Org. Et après, c'est à la fois le discours de Biden au moment de l'État de l'Union et la révélation des propos de Trump. Mais en tout cas, voilà, les effets dans les sondages prennent toujours, quand il se passe quelque chose, n'allez pas voir le prochain sondage 3 jours après ou 5 jours après pour savoir ça en effet. L'opinion publique change lentement d'avis et de perception. On le voit sur les questions économiques, par exemple, où alors que la situation économique s'est considérablement améliorée aux États-Unis, ce qu'on voyait, c'était que la perception n'était pas là. Puis la perception a commencé lentement à évoluer et est en train de rattraper la réalité. C'est pareil dans les sondages et donc on voit l'importance de ces affaires au civil, de ces condamnations massives pour Trump, c'est que ça permet aux électeurs de découvrir cet aspect-là parce ils ne sont pas au courant et donc là voilà, cette affaire va permettre pendant plusieurs semaines où Trump va être là, même si le procès
n'est pas télévisé. On va trouver une manière de vous le faire vivre, pas jour par jour, mais presque sur la chute. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit sur notre chaîne YouTube. Allez-y. On va essayer de vous faire vivre ces audiences-là, en tout cas les audiences les plus importantes. Même Trump fait partie des listes des témoins, même si on est loin. Très très loin de ce qu'ils viennent s'installer dans le siège des témoins et prêter serment et risquer de se retrouver en prison. Donc on n'en est pas encore là, mais en tout cas, on va essayer de vous faire vivre ça. Et donc même si ce procès, et après je donne la parole à Anto, je viens de voir, excuse-moi Anto que tu étais là, même si ce procès n'est pas télévisé, pendant des semaines, il va occuper 4 jours par semaine, il va occuper la totalité des médias et une partie des Américains vont découvrir qu'à ce moment-là, et pendant 2 mois, que Trump a fait tout ce que je vous ai raconté, et ça va venir entacher le mythe, entacher l'image. Ouh. Et encore un monologue de presque 1 heure. Enfin, bon, je donne la parole à Anto, en espérant que ça fonctionne. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas. Salut Anto, n'hésitez pas à venir intervenir si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire. Je vois que certains disent que le son est très très faible. C'est indépendant de ma volonté. Je sais pas, d'autres me disent que ça marche très très bien. Mais bon, en tout cas, voilà, vas-y Anto, je t'écoute, heureux de te retrouver. Ça fait un grand moment que je n'étais plus passé sur X, hein. Bah, c'est exactement ce que j'ai écrit, effectivement. Belle surprise parce que ça fait très très longtemps, mais du coup, ça permet d'échanger en direct et c'est cool aussi parce que le chat de YouTube, bah, c'est forcément plus difficile pour toi. Ouais, ouais, c'est sûr. Du coup, je vais rebondir un peu sur l'actualité. On a un peu parlé des choses sur l'histoire de l'avortement, qui allait fortement être un gros axe Mhm. de l'élection. Mais là, à partir de quand les démocrates vont pouvoir utiliser justement ce procès qui, pour moi, médiatiquement, ils peuvent surfer dessus de dingue parce que ça va forcément, comme tu dis, ça va être ça va être la une, ça peut être la une de beaucoup de médias parce que vu qu'en plus c'est un peu les paillettes, hein, là c'est New York, c'est voilà, c'est le bling bling de Trump qui peut s'effondrer en plus. Donc, enfin moi je le vois ça comme ça. Mhm. À partir du moment où les témoignages sont tombés, est-ce que ils peuvent utiliser ce qui a été dit dans les témoignages ou c'est encore sous le sceau de bah, tant qu'il n'y a pas eu un appel, on n'a pas le droit de l'utiliser. Non, tout est utilisable, tout ce qui va être dit est utilisable. C'est un procès qui est public, même s'il n'est pas autorisé, s'il n'est pas autorisé aux caméras. C'est un procès qui est extrêmement public et donc les conclusions vont pouvoir être utilisées. Des extraits des minutes vont pouvoir être utilisés. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ça va être nécessaire de le faire? Ça reste à voir. Est-ce qu'ils vont garder simplement les conclusions pour les utiliser plus tard? Dans la chute de la dernière émission, il y a 2, 3 jours, j'expliquais avoir vu une partie du plan média d'achat, hein, d'achat, pas du contenu, d'achat de médias de la campagne Biden, qui est déjà présente. Moi, je le vois j'habite au Nevada, qui est un État clé, donc on a déjà nos pubs principalement Biden, parce que aujourd'hui, la plupart de l'argent collecté par Trump sert à payer ses avocats, et donc n'est pas mis ni sur le terrain ni dans de l'achat de publicité. Et donc, lorsqu'on regarde le plan média de Biden, il y a une avalanche, mais vraiment un mur. Hein. C'est comme si tu te retrouvais face à l'Everest, à partir de septembre-octobre, le moment où l'essentiel de l'électorat américain prend la décision d'aller voter ou pas, hein, parce que en fait, ça va être un des enjeux de cette élection, c'est inciter les gens à aller voter, et deux, pour qui vont le faire. Et donc là, il y a un achat massif de publicité où je ne serais pas étonné de voir ressortir Engoron, et deux, de voir ressortir ce qui va se passer ces prochains mois, surtout si, en termes de ce qui se passe, ça se termine sur une condamnation de Donald Trump en pénal.
qu'elles soient accompagnées ou pas de peines de prison, les peines de prison, en théorie, sont prévues. Il y en a, il y en a eu. Il y a de la jurisprudence, mais c'est plutôt rare. Mais dans tous les cas, si Trump est condamné à la fin par un jury populaire sur cette interférence électorale en 2016, parce que ça sera le cœur de la démonstration, c'est écrit dans tous les documents, hein, il sera pas, encore une fois, il n'est pas attaqué pour avoir couché avec Stormy Daniels ou d'avoir même acheté son silence. Mais s'il est condamné sur ce point-là, c'est évidemment les démocrates vont utiliser ça à fond, c'est certain, aucun doute. Non, voilà, parce que je rebondis pour finir. C'est vrai qu'ils ont tendance à attaquer Joe Biden sur tous ses défauts, mais là, ils pourraient potentiellement ne pas se priver. C'était là où je voulais en venir à la base. Et Ouais. comme tu dis, bah, je pense que au-delà, on se disait, l'avortement, ça va pousser des gens à aller voter, mais Mhm. être écœuré par Trump, ça pourrait pousser des républicains à se dire, non, mais je vais pas voter Biden, mais je ne peux pas aller voter pour ce type-là, quoi. Ouais, de toute façon, c'est exactement, on a la même stratégie dans les deux camps, hein. Souvent, ce que j'ai dit, c'est que euh, convaincre un électeur qui a voté pour l'autre candidat de voter cette fois-ci pour vous, c'est la chose la plus difficile en politique. C'est la chose la plus difficile. Et donc, la stratégie la plus simple et qui est la plus efficace, et en plus, on connaît à peu près les mécanismes de comment inciter les gens à ne pas aller voter, hein, c'est terrible de le dire comme ça a été utilisé brillamment par Steve Bannon et par Trump avec le groupe Cambridge Analytica sur Facebook en 2016 en incitant toute une catégorie de la population à ne pas aller voter dans des États clés, des États que finalement il a remportés de quelques milliers de voix. Donc ça a été extrêmement efficace. Des stratégies vers les jeunes, vers les électeurs de Bernie Sanders, vers les électeurs noirs américains. Donc les inciter à ne pas aller voter pour Hillary Clinton, pas les inciter à aller voter pour Trump parce qu'on savait qu'il ne le ferait jamais. Hein, c'est ce qu'on appelle le bridge too far, c'est un pont trop loin. Et donc là, on a la même idée cette année, c'est-à-dire que du côté du camp Trump, c'est effectivement d'inciter des électeurs qui ont voté pour Biden en 2020 de ne pas venir se déplacer en disant, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, il est trop vieux, sa position sur Gaza, etc., etc. Donc ne pas qu'ils ne viennent pas voter. Du côté du camp Biden, c'est effectivement de viser une partie des électeurs républicains qui auront du mal à aller déposer, certains le feront, hein, certains l'ont déjà fait, mais auront du mal à aller déposer un bulletin pour Joe Biden, simplement dire ben, ne venez pas voter ou votez pour un troisième candidat, restez à la maison, mais voilà la vérité sur votre candidat, ne venez pas voter. Donc ça va être, on va avoir ce double discours, un discours assumé de tout le monde qui va être de dire ah venez voter la démocratie, etc. Et puis des efforts ciblés par les démocrates et par les républicains pour décourager, c'est le mot, décourager les gens à aller voter pour le candidat pour lequel ils ont voté la dernière fois. Bon, en tout cas, tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais là, je pense qu'on va vraiment être dans une élection vraiment ugly cette année, hein. Ah oui, non, mais Ça c'est va. certain. De toute façon, on est déjà parti dans du très sale où la vérité n'existe plus. Il y a un rôle qui est intéressant, qui est extrêmement à suivre de très très près. C'est ce que fait, même si X n'est pas le vrai monde, mais on voit de manière très claire que Elon Musk s'est transformé en chambre d'écho de thèmes républicains qui sont faux, par exemple sur le fait que les sans-papiers, les illégaux votent à l'élection présidentielle américaine. C'est faux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une réalité, mais c'est des thèmes qui sont mis en avant par Elon Musk. Donc on va voir ce qui se passe, mais c'est certain que là, on est juste, hein, ce qu'il faut comprendre, nous sommes en avril, l'élection est dans 7 mois, il y a des calendriers, des rendez-vous très précis de l'élection. Là, on est juste dans la période d'échauffement. Le match n'a pas encore, n'a pas encore débuté. On se retrouve avec
avec ouais, on est vraiment on est vraiment dans l'échauffement. Les prochaines dates importantes, ce sont les conventions qui vont faire que du côté républicain, Donald Trump va devenir le candidat officiel, que du côté démocrate, donc la convention démocrate, c'est la mi-août, celle des partis républicains, c'est à la mi-juillet. On se retrouve dans, euh, dans, des, dans ce calendrier-là, et la véritable campagne va débuter à fond à la fin des vacances, hein, début septembre, et va accélérer en octobre et dans les dernières semaines parce que la plupart des personnes se décident à ce moment-là. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah merci, puis peut-être à plus tard. Il n'y a pas de problème, merci d'avoir participé. Si vous souhaitez participer et que vous n'avez pas un compte, comme ça vient de monter, je viens de le renvoyer dans ces quartiers en nous expliquant que Hitler n'avait rien fait de mauvais. Donc, si vous êtes quelqu'un de normal dans votre tête, n'hésitez pas à venir, à venir parler. On va parler du procès Trump. On va parler un petit peu de l'Arizona, hein, si vous avez besoin si vous avez besoin si vous avez des choses à dire, des questions à poser, allez-y. Je m'occupe de tout ça. Donc, on va parler un petit peu de l'Arizona, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé cette semaine qui est un petit peu un écho à une suite à ce qui a commencé début avril. C'était le 1er avril, mais ce n'était pas un poisson d'avril, où la Cour suprême de Floride a confirmé que la Floride pouvait passer à ce nouveau plan signé par DeSantis, qui fait que l'avortement est interdit après la 6e semaine. Pourquoi c'est un point qui est extrêmement important? Parce que la plupart des femmes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes à ce moment-là. Donc, lorsqu'elles découvrent qu'elles sont enceintes, le délai des 6 semaines est passé et légalement, elles n'ont plus le droit de se faire avorter en Floride, sauf il y a des exceptions, mais c'est pareil, qui sont limitées dans le temps, sauf si elles ont été pour le coup victimes de viol ou victimes de crimes incestueux. Elles peuvent se faire avorter jusqu'à 15 semaines. Avant, l'avortement a été légal aux États-Unis jusqu'en juin 2022 avec l'arrêt Roe v. Wade, jusqu'à la 24e semaine, qui est considéré le moment où le fœtus devient viable. Et donc, il y a eu ce retour en arrière au niveau de la Floride, hein, qui suit d'autres États qui, depuis l'arrêt de Roe v. Wade, arrêt rendu possible par la nomination par Donald Trump de 3 juges extrêmement conservateurs, proches de la Federalist Society, proches de la droite religieuse américaine. Donc l'arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement sur l'ensemble des États-Unis, a fait que la responsabilité est repartie au niveau des États, et donc les États contrôlés par, on a vu le Texas qui a été un des premiers, contrôlés par les républicains, par des pro-Trump, par des MAGA, limite chaque jour un peu plus ce droit à l'avortement. Donc la Floride ça va être d'autant plus intéressant que la Floride est acquise à Donald Trump, mais il va y avoir d'autres élections. Hein. Sachez que le 5 novembre aux États-Unis, on ne va pas voter que pour l'élection présidentielle, mais la majorité du Sénat, la majorité de la Chambre des représentants, certains d'autres postes au niveau locaux vont être décidés, et le poste de sénateur en Floride est extrêmement important. Et pourquoi l'avortement va avoir un effet là-bas, c'est que le jour où la Cour suprême, avec des magistrats républicains nommés par DeSantis, valider cette période d'avortement interdit après 6 semaines, elle était obligée de valider une procédure de collecte, une pétition donc de collecte de signatures qui fait que en même temps, en novembre, en même temps que l'élection présidentielle, en Floride, il y aura un référendum pour justement inscrire à la constitution de l'État, à la constitution du Floride, le droit à l'avortement.
Il faut que 60% des électeurs votent pour cette proposition-là. Mais en tout cas, on l'a vu dans d'autres États, y compris des États républicains, ce sont des machines à inciter les gens à se déplacer. Et donc, c'est a priori une mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Et donc l'Arizona cette semaine, avec elle qui est allée encore plus loin, toujours la Cour suprême cette fois-ci donc de l'Arizona, toujours des juges républicains, 4 magistrats nommés par le gouverneur républicain, qui ont déclaré valide une loi datant de 1864 qui interdit l'avortement pour tous, hein, il n'y a même plus de période, sauf si la vie de la mère est en danger, donc si elle peut mourir. C'est-à-dire que si, par exemple, comme ça a été le cas d'une élue, elle doit avorter parce que le, le fœtus est soit déjà mort ou soit ne survivra pas à la grossesse et que ça met en péril, si elle mène cette grossesse mort-née à terme, si ça met en péril le fait qu'elle puisse avoir d'autres enfants après, elle n'a pas le droit, elle n'a plus le droit d'aller se faire avorter. Donc voilà, donc ça a été une nouvelle extrêmement importante, d'autant plus qu'il y a le même effort en Arizona, qui est un État clé pour le coup. La Floride n'est pas un État clé, mais l'Arizona, les 11 grands électeurs remportés en 2020 par Joe Biden, Trump est quasiment obligé d'aller remporter l'Arizona cette fois-ci. Et donc, en Arizona, il y a le même effort de collecte de signatures vérifiées et ils ont déjà dépassé la quantité nécessaire pour qu'il y ait un référendum aussi pour la protection de l'avortement. Donc, on sait ce sont des outils qui vont être utilisés par les démocrates pour amener les gens à voter. On parlait tout à l'heure avec Anto des outils pour empêcher les gens d'aller voter, pour les décourager, pour leur confirmer dans leur idée qu'il n'y avait aucun candidat qui ne leur correspondait et de rester chez eux. Bah là, c'est exactement le contraire. Je vous ai partagé aujourd'hui, je crois que je le refais parce que je l'ai partagé qu'une seule fois. Et donc, pourquoi je partage 2 fois mes tweets? C'est parce que j'ai une partie de mon lectorat qui est au Québec. Salut le Québec. Donc, lorsque je poste à l'horaire où je poste, qui est souvent le matin pour la France, bah, les Québécois, tant mieux pour eux, dorment. Et donc, c'est pour ça que je reposte plus tard. C'est l'heure où les Québécois sont là pour que eux aussi aient accès à ces informations. Donc, je viens de vous partager une nouvelle fois les 2 dernières unes du Arizona Republic qui vous montrent comment ce sujet est traité par la presse locale. Ça a beaucoup plus d'effet que tout ce que vous pouvez lire sur X. Ça a beaucoup plus d'effet que ce que vous pouvez entendre sur CNN ou voir à la une du New York Times. Ça a beaucoup plus d'effet que ce que vous racontent les experts de plateau. Et donc, c'est impossible de se dire que il se passe ce qui est en train de se passer actuellement en Arizona et que dans 7 mois, ça sera oublié. Autant souvent, je vous le dis, je suis le premier à vous le dire, la plupart des Américains ne prêtent pas attention à l'élection avant les derniers mois, c'est une réalité, avant les 2 derniers mois. Là, c'est un sujet qui touche tellement de personnes, c'est lié à des peurs, à des questions d'organisation, etc., que ça sera présent dans tous les têtes, que les démocrates vont évidemment s'assurer de répéter, de rafraîchir les mémoires, non seulement sur la décision, parce qu'il y a eu, ce qu'il faut savoir cette semaine, il y a une décision qui était extrêmement grave, cette décision de la Cour suprême de l'Arizona de revenir à la loi de 1864. Mais le pire pour moi, s'est passé le lendemain, lorsque il y a eu des tentatives par les démocrates à la Chambre des représentants de l'Arizona et au Sénat de l'Arizona de faire justement annuler cette loi. Hein, c'est toujours possible, c'est un sujet législatif, donc c'est possible que le Congrès intervienne. Les 2 chambres sont contrôlées par des élus républicains et ils ont utilisé leur pouvoir pour supprimer du vote
les textes ou refuser de mettre ces textes-là au vote et en disant, ben voilà, on part en vacances, on suspend les débats jusqu'à la semaine prochaine, il n'y a plus aucune possibilité pour vous de revenir sur la question. Et ça, je peux vous dire que cet aspect-là a été, le Nevada est mitoyen est mitoyen de l'Arizona, ce qui me permet vraiment de suivre de manière très proche ce qui se dit au niveau des radios, au niveau de la télévision locale là-bas. Ça a fait encore plus de bruit que la décision initiale de la Cour suprême. Et donc, si en plus de ça, vous rajoutez ce référendum le 5 novembre où ça sera la dernière chance pour les citoyennes de l'Arizona. Il y a environ 3,5 millions de femmes en Arizona. Ça sera leur dernière chance de venir voter pour ça. C'est clair que est-ce que ça va inciter des électeurs qui voulaient voter pour Trump à voter pour Biden? Non, certainement pas. Mais ça va inciter des gens qui peut-être ne seraient pas allés voter et qui avaient voté en 2020 pour sortir Trump à aller voter cette fois-ci. Donc c'est évident que ça aura des conséquences sur l'Arizona. D'ici la fin en parlant des conséquences, d'ici la fin du mois, je vous proposerai une émission de la chute sur ce qu'on fait une fois par mois, qui est ce baromètre donc je vous détaille, je vous raconte comment et pourquoi j'arrive à ces conclusions-là. J'utilise des sondages, mais pas que. J'utilise principalement des outils disponibles dans les bases de données qui vont de l'évolution de la population d'un État jusqu'à l'évolution des listes électorales que je surveille. Donc on fera ce baromètre et on verra, d'après moi, les effets de ce changement, de cette situation en Arizona sur la carte électorale pour la présidentielle, mais aussi la carte électorale pour le Sénat. C'est un poste extrêmement important. Je vois que il y a deux personnes qui souhaitent parler. Donc, on va donner la parole à Gaston pour commencer. Et après, il y a Vladimir qui est là aussi. Gaston, c'est à vous. Oui, ben, bonsoir. Ben, bonjour du Québec. On salue nos amis français aussi qui nous écoutent. Donc, je comprenais quand tu parlais de poster deux Ouais, fois. J'avais une petite question par rapport au procès en Floride. Je te l'avais posé sur X, mais t'as pas répondu. Je me demandais, bon, c'est un procès, moi, qui m'inquiète parce que on sait que la juge est un loose cannon, comme ouais, jeu de mots. Et ouais. une des questions que je me posais, est-ce que ça se peut présentement que, bon, Smith s'en est rendu compte, et est-ce que, en fin de compte, si jamais il perd cette manche-là, est-ce qu'il y a comme, disons, un wild card et de le poursuivre sur d'autres chefs d'accusation qui serait un peu différent, autrement dit, de ne pas avoir un double jeopardy, mais Ouais. qu'on le poursuit sur d'autres chefs d'accusation encore reliés au vol ou à l'acte d'espionnage. Ouais, Dont, non, entre autres, peut-être les documents qui étaient à Westminster. à Bedminster, dans New Jersey. C'est Oui. effectivement une des stratégies. Je vais te répondre. Voilà, ben, parfait, tu connais l'exercice pour éviter l'écho. Mais reste là parce que si tu as, si t'as des questions complémentaires, petite parenthèse, ouais, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur X. J'essaye de temps en temps de vous répondre, mais c'est difficile. Le nombre est trop grand. Mais en tout cas, j'essaie assez souvent. Euh, donc, pour la juge Canon, je rappelle demain, rendez-vous à 20 heures, 14 heures au Québec, justement pour toi Gaston. On va faire une émission spéciale sur juge Canon. Il faut sauver le candidat Trump pour essayer de raconter sa stratégie pour empêcher que Trump soit jugé. Et ça va plus loin. Au début, on se disait simplement, ouais, c'est pour que le procès soit renvoyé après l'élection. Et en fait, on se rend compte peu à peu qu'il y a une stratégie qui est beaucoup plus dangereuse, c'est ce que tu viens de dire, c'est de lui donner le pouvoir à elle de annuler le procès
à un moment, c'est-à-dire lorsque le jury De, sera ben, sélectionné. de l'absurde, tout simplement. Là. Exactement, c'est-à-dire qu'elle annulerait le procès à un moment où on ne pourrait plus réouvrir le dossier sur Trump parce qu'on tomberait dans ce qu'on appelle aux États-Unis la double jeopardy, où on ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie hein, qui existe, et on la voit de plus en plus présente dans les arrêts écrits par la juge Cannon, où elle va arriver au point où elle se garde toutes les options possibles pour, au moment du procès, au début du procès, prendre la décision en termes de magistrat que les charges retenues contre Trump ne sont pas valides et d'arrêter le procès sans possibilité d'appel. C'est une réalité sur le pouvoir du juge aux États-Unis. Hein, on oublie Cannon. On est encore une fois dans un univers qui est complètement intéressant où c'est ce qu'on voit, ce que je vous raconte depuis des années avec Trump président, c'est que son travail et celui de son entourage a toujours été d'identifier les failles du système, hein, qu'il soit électoral ou judiciaire, et essayer d'en abuser. Et donc jusqu'à présent, on avait des magistrats qui pouvaient être nommés par des républicains ou par des démocrates. Et souvent, je suis le premier à vous dire ne tirez pas des conclusions parce que c'est un juge nommé par un démocrate ou par un républicain, où on savait qu'il y avait un exercice relativement juste de la justice. Et là, on se rend compte que pour la première fois, il y a une juge qui est en train de construire un dossier pour abuser d'une faille du système et empêcher que Donald Trump soit jugé d'une manière définitive sur cette question. C'est un des enjeux extrêmement importants de ce procès-là. Et du coup, à partir de là, évidemment, je ne vais pas toutes les raconter maintenant parce que ça sera l'émission demain. Il y a quelques stratégies de sortie de crise de la part de Jack Smith pour sauver le dossier. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes. Et une est de se dire que, par exemple, donc là, Trump n'est pas poursuivi sur le fait qu'il a pris des documents secrets à la Maison-Blanche alors qu'il n'avait pas le droit. Il n'est pas poursuivi sur ça, il est poursuivi sur le fait qu'il les a conservés à Mar-a-Lago et qu'après il a fait tous ses efforts pour les dissimuler à la justice et dissimuler la vérité. Donc il est poursuivi sur ces points-là. Et donc à partir de là, on peut se dire, est-ce que Smith n'est pas dans une meilleure position s'il se rend compte que de toute manière, il n'a pas d'autre option et que à la fin, Cannon va absoudre complètement Donald Trump, de retirer sa plainte à Palm Beach. Je vous rappelle que Cannon a été tiré au hasard. Hein, et pourquoi Smith a déposé son dossier à Palm Beach parce que c'est à proximité de Mar-a-Lago, donc où le crime a été commis. Et le hasard a fait que lorsqu'il a fallu choisir, c'est toujours comme ça, hein, les juges sont tirés au sort. Lorsque le juge, lorsqu'on a tiré au sort le juge fédéral qui devait s'occuper de tout ça, c'est la juge Cannon. Et le premier signe que la juge Cannon allait poser problème, c'est sa toute première décision. Hein, c'était passé inaperçu, c'était au milieu de l'été, et puis on ne prêtait pas vraiment attention à ces affaires-là. C'est le fait qu'elle avait décidé que, au lieu que ça soit jugé à Palm Beach, ça serait jugé à Fort Wayne, où est sa petite salle d'audience. Et pourquoi ça en est fait? Parce que Palm Beach, en 2020, a voté majoritairement Biden. Ça veut dire que les membres je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à New York, par exemple, et c'est le cas de partout, les jurys sont choisis sur les listes électorales. Donc, plus vous avez des gens qui ont voté pour un candidat, plus vous avez des chances de retrouver cette même tendance dans le jury. Et donc, Palm Beach, on aurait une chance plus importante d'avoir des électeurs démocrates et plus d'indépendants. Et en déplaçant Fort Pierce, excusez-moi, en déplaçant le procès à Fort Pierce, elle a inversé ça. On se retrouve dans des terres MAGA où Trump a fait jusqu'à presque 80% des voix et donc le jury sera pris dans ces listes électorales-là. Donc c'est un jury qui sera plus favorable à Trump si un jour il y a le procès. Et donc effectivement, comme tu le dis Gaston, une des seules stratégies, c'est pas la seule, mais une des stratégies
de, de Smith est de se dire, ok, n'allons pas jusqu'au bout. Donc il ne doit pas attendre qu'il y ait cette double jeopardy. C'est un moment, il doit se dire, ok, et déposons cette plainte dans le New Jersey au niveau de Bedminster. Pourquoi? Parce que on sait que durant l'été, Trump emportait avec lui les documents secrets de Mar-a-Lago, il les faisait voyager avec lui. Bedminster, c'est dans le New Jersey, c'est où il passe son été pour éviter la chaleur moite de la Floride. Et donc, il fait voyager ces documents, il a fait voyager ces documents avec lui. Et on savait qu'il avait, par exemple, c'est là qu'il a montré à des journalistes la carte. Le plan pour envahir l'Iran. Donc ça reste une des seules options à suivre. On va voir si c'est ce que fait Jack Smith ou pas. Deux choses, si tu me Vas-y, permets. vas-y, je t'en prie. J'allais pour dire, je pense qu'il va au New Jersey parce que le maquillage coule probablement moins qu'en Floride l'été. Ouais, c'est possible. Non, de toute façon, L'autobronzant coule moins. on a vu sur les photos que lorsqu'il joue au golf, et c'est justement c'est pour ça qu'ils ont interdit ces photos-là, du moins pas l'interdire Ouais, de circulation, c'est trop tard, mais il est ils essaient de blanc. contrôler que il joue sans maquillage et que d'un coup c'est Ouais. quelqu'un qui a 77 ans. Voilà. Ouais. Euh, ce que je trouve fascinant aussi, c'est bien, à travers le temps, bon, nous au Canada, on est habitué d'avoir un système qui est un peu, au niveau de la justice, qui est un mélange de common law puis de code civil, pour le Québec, code civil, puis pour le reste du Canada, qui est du droit anglais, du droit britannique. Ouais. Ce que je trouve fascinant du côté américain, c'est comment que le common law s'est travesti avec le temps pour devenir, en fin de compte, hyper politisé, puis euh, où comment les règles, en fin de compte, du code britannique ont été amenées à un niveau Ouais, il y a qu'on voit nulle part non, ailleurs, là. il y a une corruption du système en général, on le voit. On le voit au niveau de la Cour suprême, par exemple. Le vrai pouvoir, et ça a été ce que tu dois mettre au crédit des républicains Les et républicains. des groupes activistes républicains, droite religieuse, des compagnies, des groupes comme le Federalist Society, Ah, 40 ans de mouvance à droite. exactement, a été de comprendre ça très tôt et de se dire, OK, c'est un combat à long terme, mais on va le gagner. Et donc, pendant que l'attention était sur tous les 2 ans sur une élection, que ce soit les mi-mandats ou l'élection présidentielle. Eux, c'était de se dire non, on va former des magistrats qui ont la même philosophie que nous. On va faire de l'entrisme et on va permettre à ces magistrats d'arriver à des positions clés. On le voit si aujourd'hui il va y avoir des questions sur la pilule aux États-Unis, hein, c'est en cours, c'est parce que c'est une décision qui a été prise par un magistrat qui justement a été formé pendant des années pour arriver là. Et si on parle aujourd'hui de l'avortement et la fin de Roe v. Wade en 2022, c'est parce qu'ils ont placé ces magistrats à la Cour suprême. Un Clarence Thomas, c'est l'exemple parfait de ça. Juge corrompu, les preuves de sa corruption sont multiples, sont même pas discutables. Et Non, voilà, c'est quelqu'un qui c'est a même pas dissimulé. un véritable pouvoir. Donc voilà, il y a une véritable question. Moi, en tout cas, j'ai ma réponse, c'est que est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir aux États-Unis est entre les mains d'un président? Ouais, pour certains aspects, mais le véritable pouvoir, c'est le parti qui contrôle la Cour suprême. Ça m'amène à ma dernière question. Vas-y, vas-y. Si, bon, je garde un côté positif, j'ai comme l'impression, je souhaite ardemment, effectivement, qu'en novembre, ce soit les démocrates qui l'emportent. Si jamais euh, Biden remporte et le Sénat et la Chambre des représentants par une marge intéressante, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un changement au niveau de la Cour suprême, à savoir est-ce qu'on va à 12 ou 13 juges, comme ça avait été fait, je pense que c'est dans les années Oui, 30, si je me ouais, trompe non, pas. ça a été fait ça a été fait dans le passé, hein. La Cour suprême le nombre de magistrats a évolué C'est passé de 6 à dans le 9, temps, ouais. exactement. Est-ce que Biden le fera? Il a dit qu'il le fera, mais après, ça dépend de la taille des majorités. Parce que il faut, et c'est le problème de cette Amérique-là, c'est que Biden vient d'une génération qui a grandi
politiquement dans une époque où, oui, il y avait des républicains, oui, il y avait des démocrates, mais il y avait un intérêt, je ne sais pas une période idyllique, hein, loin de là, mais c'est une réalité politique où il y avait vraiment cet essai de volonté de trouver un accord sur certains textes. Ça n'existe plus. On a un Sénat qui est déjà divisé et qui, quoi qu'il arrive en novembre, va être encore plus divisé parce que ces candidats façon, ces sénateurs façon Mitt Romney par exemple, qui étaient prêts à aller voter un texte démocrate parce que le texte paraissait juste, c'est des gens qui prennent leur retraite et ils vont être remplacés par des candidats pro-Trump, MAGA, etc. Donc c'est sûr que ça va rendre la chose compliquée, mais si Biden a une majorité qui lui permet d'essayer de poser la question de l'élargissement sur la Cour suprême, je pense qu'il le fera. C'est évoqué depuis au moins 4 ans, donc on verra. À suivre. C'est une majorité simple ou c'est une majorité Non, il faut à c'est 60? parce qu'il y a la loi filibustier, donc c'est une Oui, majorité aux 2 tiers, c'est une donc super majorité. ouais, Au super deux tiers, majorité. ok. Voilà. Merci beaucoup, Je hein, t'en prie. j'apprécie. Merci beaucoup Merci. Gaston, merci de ta fidélité. On va donner la parole maintenant à Vladimir. Si vous avez des questions, allez-y. On arrive à la fin de notre émission. On va voir ce que nous dit Vladimir une fois, 2 fois. Non, pas de Vladimir. Ah bah, c'est pas grave. Désolé Vladimir, pour essayer. En tout cas, ça ne se connecte pas. Est-ce que on a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Attendez juste 2 secondes, vérifier certaines choses. Là, j'essaie de vous faire revenir, de te faire revenir, Vladimir. Voilà, j'espère que ça remarche cette fois-ci. Allô, allô, allô? Vladimir, c'est à vous, c'est à toi. Non, toujours pas. Allô, allô? Vladimir, faut Ouais, appuyer sur le... là, Voilà, ça ah oui, fonctionne. j'ai pas appuyé sur le micro, pardon. Voilà, Euh, c'est bon, ça fonctionne. Je super. t'écoute. Alors, moi, j'ai une question par rapport au droit à l'avortement. Quand c'est inscrit dans la constitution d'un État, comme ça va être, comme c'est déjà le cas dans le Kansas, par exemple, et peut-être bientôt en Floride et en Arizona, Mhm. si euh, scénario catastrophe, Trump est à la Maison Blanche, ils arrivent à faire une interdiction au niveau de tous les États-Unis. Ce serait une loi, mais ces États qui ont réussi à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, qu'est-ce qui prend est-ce que la loi au niveau fédéral prendra le dessus même sur leur Ouais. Constitution, ou est-ce qu'ils arriveront à garder ce droit à l'avortement? Ben, justement, c'est tout le problème. En fait, on se retrouvait dans une situation inversée lorsqu'on avait Roe v. Wade, où il y avait une loi fédérale qui protégeait l'avortement, et donc ça ne laissait pas les États le droit de choisir leur politique. S'il y a une interdiction, si Trump est réélu, et pas réélu, mais est élu à nouveau, et qu'il décide, comme certains lui en donnent l'intention, même s'il a dit que c'était pas le cas, mais en tout cas, lorsqu'il était président en 2020, il a dit qu'il souhaitait le faire, et au niveau de son entourage, beaucoup de républicains souhaitent ça le cas, donc qui est une interdiction nationale, qui est une période limitée où l'avortement serait interdit au niveau fédéral sur l'ensemble des États-Unis. Au bout de 15 semaines, par exemple, de 15 ou 16 semaines de grossesse, ça prendrait effet sur les constitutions. Donc c'est la loi fédérale qui passerait dessus. Évidemment, il y aurait des longues périodes de plaintes, des cas qui partiraient à la Cour suprême. Donc ça ouvrirait une espèce
crise constitutionnelle, si tu veux, mais à la fin, c'est la loi fédérale qui décide de tout ça. C'est pour ça que Biden fait campagne sur le fait que si lui est réélu et qu'il a une majorité nécessaire, il va essayer de trouver une manière de revenir avec Roe v. Wade. Et si c'est le contraire et que le candidat républicain, donc Trump à l'occurrence, décide d'interdire l'avortement au bout de 15 semaines au niveau fédéral, c'est ce qui deviendra the law of the land, la loi du pays. Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie, Vladimir, merci. On a Gérald qui est là aussi. Oui, bonjour. À toi, Gérald, on t'entend. Oui, c'est J'imagine, gentil. ouais. Je Ouais, je t'en suis prie. bien content d'être là un vendredi soir parce que c'est vrai que la semaine, c'est compliqué à partir de l'Europe. C'est un peu tard quand on travaille tôt le matin. Et C'est donc, sûr. ici, moi, j'avais quand même un peu une crainte parce que plus les dossiers avancent, plus je me dis, est-ce que la société américaine n'est pas un peu définitivement fracturée? Parce que oui, Trump est un problème, oui, Trump a toutes ses casseroles, mais on voit que derrière lui, il y a déjà des, je vais dire, des remplaçants possibles. Taylor Green, des Gats, tout ça qui sont là prêts à prendre sa place et à continuer à fracturer la société. Et donc, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à recomposer une vraie nation plutôt que deux entités qui sont vraiment en opposition totale et qui ne s'y retrouvent plus en fait? Ouais, c'est une question qui revient fréquemment. Bon, comme tu sais, en plus, je vis aux États-Unis depuis la fin des depuis la fin des années 90. Donc, c'est une société que j'ai vue évoluer. Il y a une division qui existe, c'est certain. Il y a des minorités extrêmement virulentes sur ce sujet-là. Mais je reste optimiste en général. Ça prendra sûrement une génération euh, pour, euh, pour passer hors des dégâts de Donald Trump. Mais je pense que nous, on a vraiment l'œil fixé sur tout ça, mais la plupart des Américains, euh, eux, ce qu'ils veulent, Trump ou pas Trump, Biden ou pas Biden, c'est de vivre leur vie tranquille, d'avoir le sentiment que ils ont et que leurs enfants ont les mêmes chances que les autres de réussir, tu vois, ce genre de choses. Donc, euh, oui, c'est un fonds de commerce pour certains candidats, mais il représente pas grand-chose. Marjorie Taylor Greene, c'est quoi? C'est une élue de Géorgie, si on réfléchit. C'est clair elle a compris le système médiatique et elle est extrêmement forte et habile dans ça, mais c'est une élue des Géorgies qui est obligée de se présenter dans des circonscriptions où elle sait que n'importe quel candidat avec l'étiquette républicaine sera élu parce que sinon la majorité, c'est souvent ce que je dis, c'est que n'oublions pas que la majorité des Américains n'est pas dans ce délire-là, que la base MAGA qu'on voit de Trump est une minorité et que des personnages politiques comme Gates, comme Marjorie Taylor Greene ont existé avant Donald Trump. Hein, on remonte au Tea Party, on ne va pas refaire aussi toute l'histoire du mouvement de la droite extrême aux États-Unis. Ça a toujours été là. Ils ont plus ou moins de visibilité. L'élection de Trump a libéré la parole et leur a donné une visibilité exacerbée. Les réseaux sociaux contribuent à cette visibilité, mais je ne pense pas que ça signifie que l'Amérique est divisée à un point où elle ne peut plus fonctionner ensemble. Je pense que la politique, alors c'est clair que Trump a fait que la politique, c'est quelque chose qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est pas la majorité des gens. Je suis assez confiant. Moi, je connais aussi bien des républicains qui connaissent mes positions, qui connaissent mes opinions politiques, etc. Et on arrive très bien à s'entendre. Donc, euh, je pense que je reste optimiste. Voilà, je reste optimiste. Oui, ben c'est déjà bien parce qu'en Europe, c'est palpable aussi, hein, cette division, cette polarisation. Ouais. Et la dernière crainte qu'il peut y avoir, c'est est-ce que, voyant qu'il est perdu, comme un animal coincé dans un coin,
nous refaire un 6 janvier avant les élections. Parce qu'un des slogans que j'ai vu, c'est Trump November 24 or before. Il y a Ouais. des gens qui affichent clairement toutes ces écharpes-là. Donc ça voudrait peut-être dire que la prise du pouvoir par la force, entre guillemets. Alors bien sûr, de toute façon, et c'est pour ça que si on retourne au lancement de la chute en décembre 2020, avant le 6 janvier, annonçant ce qui allait se passer le 6 janvier, pas précisément, mais annonçant les risques qui étaient en cours, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, que Trump n'est jamais autant dangereux que lorsqu'il est dos au mur, lorsqu'il sait qu'il joue sa survie. Pour lui, il est candidat parce qu'il sait que c'est uniquement la présidence qui peut l'empêcher d'aller en prison et d'être jugé. Il sait que s'il est président, il peut annuler la procédure de Mar-a-Lago. S'il est président, il peut annuler la procédure de Washington sur le coup d'État. C'est son but. Et donc, il sait qu'il joue sa survie tout court. Survie, on ne parle pas de survie politique. Donc, effectivement, c'est un moment où il est plus dangereux. Mais il n'a plus le pouvoir de la présidence. Et le fait de pouvoir contrôler des organismes et des branches du gouvernement comme le ministère de la Justice, comme le Homeland Security, c'est des branches sur lesquelles il a fait effet, il a mis son poids de président en 2020-2021, hein, donc janvier 2021. Donc ça, il n'a plus accès à ça. Une partie des gens qui le soutiennent et qui étaient prêts qui étaient organisés suffisamment pour prêter coup de main dans un espèce de coup de force. Je sais pas, on pense ici des milices, les Free Percenters, mais aussi les Proud Boys, etc., etc. Le 6 janvier est passé par là et a fait que ces groupes ont été partiellement dissous ou dans tous les cas ont été affaiblis avec leurs leaders qui sont aujourd'hui en prison. Ce sont les fameux otages que Trump décrit, hein. Il parle des leaders des Proud Boys comme étant des otages. Et donc, il n'a plus sur le terrain cette aide-là. Est-ce qu'il y aura des actes isolés? Il faut savoir aussi que cet appel à la menace, et évidemment que Trump va jouer cette carte-là, comme il va jouer le fait que s'il perd, l'élection est truquée. On sait qu'on va partir sur ça et que, que ça soit une défaite serrée de Trump ou une large défaite de Trump, ça sera la carte qu'il va jouer. Il ne va pas reconnaître sa défaite, quelle qu'elle soit. On va partir encore une fois dans des pressions au niveau des tribunaux, etc., etc. Cette élection ne sera malheureusement pas décidée le 6 novembre à cause de ça. Donc, on sait tout ça, mais il a désormais comment dire ça, un poids aussi qui est limité. On se souvient que avant d'être, c'est parfait parce que c'est le procès de lundi, avant d'être inculpé par Bragg, lorsqu'il a été prévenu, lorsqu'il a reçu sa target letter en lui annonçant qu'il allait être inculpé dans les prochaines semaines, la première chose qu'il a fait, c'est que, je ne sais pas si tu t'en souviens, il est allé sur Truth Social et dans les médias pour expliquer qu'il allait être, c'est-à-dire il a repris le contrôle il a repris le contrôle du narratif en donnant lui l'information et en sous-entendant dans de multiples interviews que les Américains ne laisseraient pas faire ça, qu'il y aurait des manifestations, les plus grandes manifestations qu'on n'aurait jamais vues dans le pays, que le jour où il serait arrêté, où il doit plaider coupable ou non coupable, lorsque le mugshot est fait, il a toujours dit que les Américains viendraient manifester en masse. Il a dit encore une fois cet été, lorsque il devait aller se présenter à Fulton County pour faire son fameux mugshot, et ça ne s'est pas produit. Donc voilà, Trump n'a pas le pouvoir qu'on lui prête. Et donc, je suis aussi, encore une fois, assez confiant à ce niveau-là, même s'il peut, et il y aura peut-être des actes isolés. C'est toujours la difficulté de ça. Mais c'est pas parce que Trump va dire, voilà, prenez les armes et venez me défendre, on va renverser, je résume, on va renverser le gouvernement américain, que cela va se passer et que ça va devenir une réalité loin de là.
Eh bien, merci pour ta réponse, en espérant qu'un acte isolé ne vienne pas malheureusement attaquer un juge ou quelque chose comme ça. Ouais, Merci ça bien. c'est un vrai risque. Ça c'est un vrai risque. On va être vigilant à ce niveau-là, c'est certain. En tout cas, merci d'être passé, Gérald. À très vite. Je vais donner la parole à Rakam là, et puis après on a Anto qui est de retour aussi. Je vous rappelle, pendant que je fais cette petite manipulation, que cette émission est enregistrée et que donc je vais également la diffuser sur YouTube. Vous pourrez la retrouver en replay sur notre chaîne de la chute. Allez vous abonner, c'est complètement gratuit et vous allez voir, on va être très présent dans les prochaines semaines avec une actualité électorale, mais surtout une actualité judiciaire extrêmement chargée. Cour suprême des États-Unis et le procès de Trump à Manhattan. Le micro, c'est bon, c'est connecté, c'est à toi. Oui, bonsoir William, bonsoir à tout le Salut, monde. salut. Mais je vais un petit peu aller dans la continuité de l'interlocuteur précédent, mais vite fait. En fait, moi, c'est un petit peu par rapport au contexte en France actuellement, avec les faits divers, et je Mhm. voulais savoir, vu ta position, j'ai vu passer l'information, mais j'arrive pas à avoir plus de détails sur la fusillade qui a eu lieu il y a 2 jours à Philadelphie, en pleine fête de l'Aïd. J'ai vu qu'on a arrêté des gens, mais je voulais juste savoir si toi, tu avais davantage d'informations quant aux motivations, au profil, voilà, tout Ouais, simplement. non, j'ai pas eu j'ai pas plus d'informations. J'ai vu passer, je crois que c'est CNN qui en avait parlé, qui en avait parlé à ce moment-là, avec des précautions d'usage en disant que c'était pas forcément lié à la dimension religieuse de l'événement. Et c'est malheureusement une réalité des États-Unis où les armes sont à disposition de tout le monde. Il y a la semaine dernière, il y a 3 jours, à environ 300 mètres de chez moi, il y a un avocat qui avait une dispute avec un autre avocat et ça a fini dans le bureau de l'avocat avec une balle dans la tête à l'autre avocat et puis suicide. Donc voilà, c'est une réalité des États-Unis. Donc je n'ai pas vu passer plus d'informations là. Je n'ai pas cherché à en trouver. Je regarderai, je ferai un post dessus, je te mettrai en référence. Euh, donc ouais, ça ramène, ce qui est intéressant, c'est que ça ramène aux divisions des sociétés. Ce ne sont pas les mêmes divisions aux États-Unis aux divisions en France, même si aujourd'hui vous avez les mêmes outils de division. On parle souvent de X, moi je préfère parler d'abord de Fox News, qui pour moi est l'outil numéro un de division aux États-Unis, avant même les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des accélérateurs. Mais le principal problème, le principal outil de division, y compris aujourd'hui, ça reste Fox News, comme aujourd'hui vous avez en France CNews qui a un modèle qui est complètement pompé sur Fox News, y compris sur les sujets. Mais tu vois, par exemple, pourquoi je sais, ça mériterait, peut-être on le fera, une émission que il y a eu beaucoup d'échos en France, la manière de savoir comment ce qui se passait à Gaza est vécu du côté américain, la jeunesse américaine, ce qui se passe sur TikTok, les électeurs musulmans, ce qu'ils représentent, les électeurs juifs, ce qu'ils représentent, etc. Il y a Ça existe évidemment, mais il n'y a pas cette même c'est pas forcément un sujet de division. Aujourd'hui, le sujet de division, ça va être la question de l'avortement, par exemple, ça en est une. Ça va être tout ce qui touche à la sexualité, ça va être tout ce qui touche au racisme, et ça va être ce qui touche à l'immigration, mais l'immigration via la frontière mexicaine. Donc, ce sont ça les sujets de division. La religion et l'islamisme ne l'est pas pour l'instant. Ça l'a été. Trump a utilisé cette carte après la tuerie du Bataclan. La tuerie du Bataclan, souvent on oublie, mais a été un, une des raisons du succès de Trump au moment des primaires républicaines. C'est ce qu'il a mis sur la carte. Ça a été ça. Du moment où, d'un coup, les priorités, ça a été la fin de la campagne de Bush, par exemple, qui s'inscrivait plutôt dans un espèce de contexte international. D'un coup, la protection des citoyens
a été mise en avant après le Bataclan, et ça a été d'un coup le succès des hommes forts républicains, donc Trump et Cruz. Ça a été vraiment un bouleversement dans la campagne. Pour l'instant, ce bouleversement n'est pas là. Donc voilà, j'ai parlé de pas mal de choses comme à mon habitude, mais voilà, je vais te donner une réponse un peu plus détaillée. Est-ce que tu es toujours là ou est-ce que tu t'es endormi? Non, Oui, voilà. oui, Ah, merci. Non, 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 je t'en merci. prie. Non, non. Et je suppose que ça va pas relancer parce que, comme tu l'as dit, c'est pas la priorité, le débat sur les armes aux Non, États-Unis, non, parce qu'ils non, sont assez non, opposés non, non, aussi. non, non, Je pense que c'est pas dans leur intérêt de soulever ces non, lobbies-là, non, non, pour le moment. c'est pas, pas de leur intérêt Ok. de réveiller ces lobbies-là. Je pense pas que même, c'est un thème qui est mis en avant dans le programme, dans la campagne Biden, mais c'est même pas, et ce qui est scandaleux, c'est même pas un thème, c'est même pas un thème prioritaire. Les opinions sont assez arrêtées sur le sujet, les marges de manœuvre, on les connaît, elles sont extrêmement limitées. Et donc, on l'a vu, il y a eu des opportunités. Tu sais, on pensait moi j'ai vécu, j'étais ici lorsqu'il y a eu la, la tuerie de Sandy Hook, et on aurait pu déjà se poser la même question lorsqu'il y avait eu avant ça le lycée au Colorado. Mais Sandy Hook, c'est une école primaire où des enfants ont été tués, et on s'est dit, ok, si l'Amérique ne prend pas l'opportunité là, maintenant, de s'interroger sur les armes, alors qu'il y a un drame national qui touche des enfants, elle ne le prendra plus jamais. Et il y a eu des tentatives, hein, ce sont les années Obama, il y a eu des tentatives, toutes ont échoué à ce moment-là. Le pouvoir des lobbies a fait son travail, malheureusement. Ok, Je t'en merci, prie, au bonne revoir. soirée à tous. On va reprendre pour conclure, hein, parce qu'il n'y a plus que lui sur la liste. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. On va donner la parole à Anto à nouveau. C'est votre dernière chance si vous voulez intervenir. Vas-y, Anto. Non, vas-y. Je fais un peu de politique fiction. Vu ce qui nous amène, à mon avis, soit on a un bouleversement et Trump est réélu. Bon, bah voilà, on va pas espérer ça. Mais bon, bah il n'est pas réélu. Mhm. C'est tellement clivant que même au Sénat et à la Chambre, bah, tous les démocrates c'est majoritaire. Est-ce qu'on partirait sur un effondrement du Parti républicain ou un renouveau du Parti républicain pour toi? Ou les MAGA, ils sont là installés pour longtemps? Tu vois, c'est juste. Comment tu le sens, toi? Est-ce que les MAGA sont. Encore est-ce qu'ils Non, vont survivre à Trump? c'est ce que je disais. Il y a une génération à passer, et tant que Trump sera là, tant que Trump sera vivant et actif en politique, ça ne bougera pas, même s'il perd en novembre. S'il perd en novembre, il repartira sur l'idée qu'il doit se représenter en 2028. Je sais, ça paraît complètement fou, mais c'est pas parce qu'il va perdre il va arrêter, alors que justement, il vient de modeler le Parti républicain à son image en installant Lara Trump à la tête. On a vu que, au-delà des levées de fonds pour payer ses frais judiciaires, le Parti républicain, et c'est vraiment quelque chose d'important à deux niveaux, a décidé de faire campagne sur le fait que l'élection de 2020 a été volée, ce qui n'était pas le cas. Il y avait des efforts de Trump en 2020, mais il n'y avait pas une position comme ça du parti. Et pourquoi c'est important? C'est le deuxième point, c'est que du coup, le Parti républicain n'a pas financé une partie des plaintes déposées par Trump, et ces fameux 60 et quelques efforts, 65 efforts qui ont été rejetés, n'étaient pas financés par le Parti républicain. Et là, maintenant, d'avoir le Parti républicain qui est officiellement rangé dans le camp Trump et de Big Lie, ça veut dire que ils vont utiliser leurs ressources sur leur terrain, ressources financières, ressources humaines, avocats qui travaillent pour eux, pour mettre en avant le fait que l'élection de 2024 a été volée. Et donc, je pense que
il faudra attendre la chute de Trump, c'est le cas de le dire, pour que le Parti républicain se réinvente. Il y a des gens qui sont là, qui attendent que ce moment-là, qui ont décidé de continuer à être républicains. Je pense à des personnalités comme Liz Cheney, mais pas qu'elle, qui ont décidé d'attendre que la tempête passe. Mais non, ça va pas s'arrêter en novembre. Ça va prendre du temps. Ces gens-là aiment le pouvoir, profitent, hein, c'est le fameux grift, profitent financièrement de ce pouvoir-là et ils ne sont pas prêts à le lâcher. Et donc, tant qu'il y aura un Trump comme locomotive et qui est suivi, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, par une partie importante, entre 30 et 40% du Parti républicain, c'est lui qui aura le pouvoir. Et du coup, pour finir, la solution, ça serait peut-être, s'il a une peine de prison, par contre, c'est peut-être là que les vieux loups du Parti républicain vont revenir pour reprendre la main. Ouais, oui, de toute façon, ils ont comment dire ça? Ils ont une attitude passive, hein. Ils attendent que la justice fasse pour eux ce qu'ils n'ont pas osé faire, hein. N'oublions jamais que si on a aujourd'hui cette situation de Trump, le Parti républicain qui est en difficulté parce que tout ce que touche Trump meurt, euh, c'est parce qu'ils ont refusé de faire face à leurs responsabilités par peur qui était et par mauvais calcul politique. C'est Trump et après le 6 janvier, Trump, euh, Trump, il y a cette procédure d'impeachment, de destitution, elle n'est plus en place au pouvoir, et le Sénat a la possibilité de le condamner une fois il a été reconnu coupable au niveau de la Chambre au niveau de la Chambre des représentants, et les républicains, on se souvient de ce discours complètement fou du responsable républicain qui raconte, Mitch McConnell, qui raconte comment le Trump est coupable, mais en gros pour dire bah, c'est pas à nous, ça sera à la justice de le faire plus tard. Le calcul à ce moment-là, c'est de se dire de toute façon politiquement Trump est fini, donc autant ne pas venir vexer ses supporters pour les récupérer plus tard. Et donc en refusant de condamner Trump, la condamnation se serait accompagnée d'une inéligibilité. C'est-à-dire que Trump, s'il avait été condamné en février 2021 par le Sénat des États-Unis, par les républicains du Sénat des États-Unis, il n'aurait pas pu être candidat en 2024. Mais ils n'ont pas fait ça par manque de courage, par calcul politique. Et résultat, aujourd'hui, ils vont être obligés de boire le calice jusqu'à la lie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, il faudra attendre un petit moment pour que les éléments perturbateurs du Parti républicain disparaissent et qu'une politique plus normale reprenne le pas. Mais avec toute cette tentation, par exemple, souvent, là, j'ai discuté avec un ami justement qui est membre du Parti républicain depuis les années Nixon, hein. Depuis Nixon, il avait rejoint le Parti républicain, il était assez jeune et il est devenu républicain à vie, hein. Donc, et il a fait une petite carrière politique, etc., etc. Et il me disait que pour lui, d'avoir vécu toutes ces années-là, ça a été le changement majeur où on a commencé non plus à parler d'adversaires politiques, mais d'ennemis politiques. Donc on est dans une situation où les républicains parlent la presse est l'ennemi du peuple, on sait par Trump, mais les démocrates sont des ennemis. Et donc, il y a cet espoir que, au bout de quelques années, avec la disparition de Trump, on retournera à un moment où ce sont des adversaires politiques. Mais de l'autre côté, moi, ce que je dis, c'est que Trump a ouvert cette espèce de boîte de Pandore, de montrer que c'est tellement plus facile de se transformer en chef de meute, en chef de hooligan, et d'arriver au pouvoir comme ça, que certains vont avoir la tentation de continuer. C'est quelque chose qu'on suivra dans les années à venir. Sûrement pas avec moi, parce que moi je pense que ma mission s'arrêtera le 20 janvier 2025 et que ensuite je passerai à autre chose après avoir chroniqué
tout cela depuis bien longtemps. Voilà, voilà en tout. Faudra faire une belle fête pour fêter ça. Ouais, ouais, exactement. Allez, merci beaucoup, hein. Puis à bientôt. Voilà. Merci à toi, merci à tous d'être restés pendant ces 2 heures, un peu plus de 2 heures, improvisées sur l'élection, sur les procès de Trump. Demain, ne ratez pas la chute sur YouTube à 20 heures. On va parler justement de la juge Cannon, de toutes les dernières révélations, l'interrogatoire du FBI qui a été rendu public, de Walt Nato, le valet de Donald Trump, celui qui était en charge à la Maison-Blanche de lui apporter du Diet Coke à chaque fois que Trump appuyait sur son bouton magique. Oui, il avait un bouton où il appuyait sur ça. Salut Cody qui sera là demain. Si vous êtes chutiste, on vous prépare une petite surprise, d'ailleurs les autres aussi, une petite surprise pour demain. Donc demain, rendez-vous à 20 h en France, 14 h au Québec pour une émission La Juge Cannon, il faut sauver le candidat Trump. Et puis la semaine prochaine, le procès Manhattan, on sera là aussi. On va suivre évidemment tout ce qui va se passer. Le 22 avril, on sera là pour suivre Engoron qui va décider si la compagnie utilisée par Trump, une compagnie un petit peu louche, on n'a pas eu le temps d'en parler, va être utilisée par Trump pour payer sa caution, si elle va pouvoir le faire, si elle apporte les garanties suffisantes. Le 25 avril, la Cour suprême sur l'immunité collective, l'immunité totale demandée par Donald Trump pour éviter tous ces procès. Et lorsqu'il va perdre, il se retrouvera sans aucune autre option pour faire face à la justice. Le barrage sera complètement ouvert. Ça va être un moment important. Et puis, quelque part au milieu de tout ça, une émission de la chute sur la carte électorale, notre fameux baromètre, la chute. On fera ça aussi. On parlera du Sénat, on parlera de la Chambre des représentants, on parlera de l'élection présidentielle. Voilà, c'était un space sur X de la chute qui sera reposté rapidement sur YouTube. C'était un plaisir de vous retrouver. On se fera ça à nouveau. Merci encore une fois pour votre présence, pour vos questions, pour votre fidélité, pour vos retweets, etc., etc. À demain sur YouTube. À très vite. Prenez soin de vous. Et puis le plus important pour conclure, nous sommes le vendredi 12 avril et Trump est cuit. Voilà. Allez, salut.